Alors, donc, je me présente, je suis Madame Delalande Le Capitaine, donc responsable du master biologie santé qui est proposé donc à l'Université de Caen. Alors, celui-ci comprend 2 parcours. En master 1, donc un seul parcours qui s'appelle biologie santé et qui ouvre vers la 2e année du master avec 2 parcours. Donc, un parcours qui s'intitule physiologie systémique et physiopathologie intégrative thérapie, avec 2 responsables, Madame Bauger et Monsieur Guinamard. Et donc, pour le parcours OIG, oncologie immunogénétique, Monsieur Denoyel et Madame Lemouf. Alors, ce master, il est proposé à Caen, mais il est aussi décliné à Rouen, c'est-à-dire que nous avons déposé auprès du ministère un dossier identique et donc le master est co-accrédité entre les 2 universités, Caen et Rouen. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Au niveau de la première année du master 1, nous sommes indépendants, c'est-à-dire que les étudiants de chaque site sont sur leur, je dirais, université respective. Et donc, pour nous, à Caen, les enseignements ont lieu à la fois sur le campus 1 et en partie sur le campus 5, donc c'est-à-dire le campus dédié aux études de santé. Donc, ça peut être possiblement sur les 2 sites. En master 2, les étudiants de Caen et de Rouen sont rassemblés. Donc, ça ne signifie pas que vous serez amenés à vous déplacer largement sur les 2 sites universitaires, qui sont quand même un petit peu distants. Mais l'idée est que quand les enseignants sont, vous soyez en présentiel et les étudiants de Rouen suivent les enseignements par visioconférence, et quand les enseignements sont réalisés par des collègues rouennais, et notamment à l'UFR Santé, eh bien, vous soyez en visioconférence en étant sur le site Canet. Alors, il y a peu de déplacements entre les 2 sites. Ça peut être ponctuellement, notamment pour les présentations à l'issue des stages. Et dans ce cas-là, vous êtes dédommagé avec une prise en charge financière. Alors, la formation, le master biologie santé, c'est un master plutôt, alors on ne dit plus avocat professionnel ou recherche, mais c'est une formation, on va dire, qui est tournée vers la recherche et une formation par la recherche. Donc, formation à la recherche, par la recherche, et plutôt dans les domaines qui sont liés au biomédical, c'est-à-dire qu'on va retrouver la cancérologie, la cardiologie, la génétique, la reproduction, etc. Nous avons à Caen un master dédié aux neurosciences, mais les neurosciences pourraient aussi relever du biomédical. Mais comme on a, je dirais, un appui recherche important à Caen, eh bien, ils ont le master dédié. Alors, les étudiants qui s'inscrivent ou qui souhaitent, qui candidatent au master en première année, ce sont des étudiants plutôt titulaires d'une licence donc de biologie, ça vous vous en doutez, et plutôt donc un master, je veux dire une licence, si elle est suivie à Caen, licence sciences pour la santé. Mais bien sûr, les étudiants qui suivent une licence sciences de la vie, et notamment dans d'autres sites universitaires où il n'y a pas de licence SPS, peuvent tout à fait postuler. En fait, ce qu'on regarde, c'est finalement le contenu pédagogique des licences que vous avez suivies. On en reparlera après, mais bien sûr, l'entrée en master donc, est sélective. Et il y a un autre public qui suit le master en même temps que vous, éventuellement, mais là, c'est en tant que second diplôme, où des étudiants à la fois en études de pharmacie ou de médecine peuvent, en parallèle de leur étude médicale, suivre le master 1. Donc ça, ils ne le suivent pas en totalité, ça sont quelques UE. Et donc, ils ne sont pas sélectionnés ici à l'entrée puisque c'est en tant que second diplôme et donc n'impacte pas finalement l'effectif d'étudiants scientifiques qui peut postuler à ce master. Si vous validez votre première année de master, vous avez accès automatiquement à la 2e année où là, vous allez choisir donc le parcours qui peut être le parcours donc Pépite ou OIG. Et là, si les étudiants de médecine ou de pharmacie ou même les diplômés médecins ou pharmaciens veulent s'inscrire dans le master 2, là, ce n'est pas au titre d'un second diplôme, mais c'est vraiment une année pleine. Et donc, eux vont être sélectionnés à l'entrée finalement au master 2. Alors, si je rentre un petit peu, alors je dirais dans les détails
un petit peu des UE qui vous sont proposés dans le cadre du Master 1, donc 2 semestres qui sont indépendants, avec le premier semestre qui comprend uniquement des UE théoriques, donc proposant à la fois des CM et des TD. La partie pratique est regroupée totalement sur le semestre 2. Alors, on a une UE qu'on appelle environnement professionnel, qui comprend de l'anglais, un projet professionnel à rédiger et je veux dire au cours de cette UE, on vous, je dirais, met en route pour faire les démarches pour trouver le stage qui se déroule, lui, au second semestre et une partie de statistiques. Ensuite, on a des UE obligatoires qu'on considère un petit peu comme de base au master, qui sont régulation de l'expression des génomes et épigénétique, ainsi que introduction aux biothérapies. Différenciation cellulaire et oncogénèse, ainsi que les 2 UE suivantes, où là, immunologie et cardiologie, c'est au choix. Elles sont en bleu puisque ce sont des UE qui se dérouleront le jeudi après-midi, ou qui se déroulent toujours le jeudi après-midi, parce que justement, ce sont des UE qui sont proposés aux étudiants de médecine ou de pharmacie qui veulent suivre en parallèle le master. Donc pour vous, la première est obligatoire et pour la deuxième, elle est au choix. Et ensuite, pour, je dirais, compléter le semestre 1, 2 UE à choisir parmi 3, signalisation cellulaire, biologie du développement ou les grands systèmes de neurotransmission et leur dérèglement. Donc si on regarde un petit peu l'organisation, beaucoup d'UE ont un volume de 40 heures avec un équivalent de 4 ECTS, hormis donc l'UE environnement professionnel. Donc ça, c'est pour le premier semestre. Et donc au second semestre, je vous disais, il y a une grande partie pratique, mais aussi forcément une formation théorique, avec en UE, une UE qui est interaction cellulaire, matrice extracellulaire, une UE endocrinologie, métabolisme, vieillissement, donc la question obligatoire à tous, et puis ensuite 2 UE finalement à choisir parmi 4, qui sont regroupés donc le jeudi après-midi, soit une UE en reproduction génétique, et puis ensuite cancérologie ou physiologie gravitationnelle et orientation spatiale. Toutes ces UE, toujours 40 heures avec une correspondance à 4 ECTS. Ensuite, on a une UE qu'on appelle à nouveau environnement professionnel, qui reprend un peu d'anglais, 10 heures. Une UE expérimentation animale niveau 2, qui vous permet finalement, si vous la validez, pour réaliser la partie pratique associée, d'avoir une certification reconnue au niveau national pour avoir le droit d'aller dans les laboratoires, les parties, je dirais, expérimentales où il y a les animaux. Et ensuite, une UE pratique qu'on appelle technique d'études en laboratoire, où là, il y a 75 heures qui vont être regroupées sur 2 à 3 semaines, où vous réalisez des travaux pratiques en salle de TP, mais aussi sur des plateformes de recherche, ce qui vous permet de découvrir finalement l'ensemble des outils mis à disposition pour les laboratoires de recherche dans le domaine du biomédical. Et enfin, le semestre, je dirais, se termine par la partie stage qui a une durée de 2 mois, qui est complétée par une formation en hygiène et sécurité pour une durée de 6 heures. Et cet ensemble-là vous permet d'obtenir 6 ECTS. Donc, chaque semestre correspond à 30 ECTS, donc 60 ECTS par année. Lorsque vous avez validé donc la première année du semestre, la première année du master, vous avez accès à la deuxième année avec les 2 parcours, sachant que les 2 parcours ont un tronc commun. Donc, les 3 UE qui constituent le tronc commun, ce sont les UE cellules souches, biothérapie moléculaire, cellulaire et tissulaire, et approche omique. Ensuite, vous aurez des UE à choisir, 3 parmi 4, qui vont vous permettre d'identifier le parcours dans lequel vous vous êtes inscrit. Je dirais pour Pépite, plus physiologie, et pour le parcours OIG, donc plus cancérologie. Donc là, 3 UE à choisir parmi 4. On retrouve une UE autour de la cardiologie, une UE autour de la nutrition, une UE autour de l'hormonologie et de la reproduction, et une UE autour des pathologies de la mobilité et inflammation. Ces UE théoriques, tronc commun et spécifiques de parcours, sont complétés d'une formation en anglais,
d'une partie CEIP, donc c'est une présentation finalement des insertions professionnelles qui vous sont possibles à l'issue du master, et une partie projet de recherche où là, vous allez donc rédiger et présenter le projet de recherche qui fera l'objet de votre deuxième semestre qui est complètement consacré au stage. Donc, deuxième semestre du Master 2, stage d'une durée minimale de 5 mois et maximale 6 mois. Pour le deuxième parcours, donc le parcours OIG, on retrouve les UE troncs communs, d'accord? Ensuite, on retrouve 3 UE à choisir parmi 4 qui sont ici, soit le cancer des bases moléculaires à la thérapie, une UE qui peut s'appeler environnement et cancer, une UE de génétique et une UE autour de l'immunologie. Donc, même format, 3 parmi 4, compléter des UE de tronc commun et de l'UE environnement professionnel. Et semestre 2, complété, consacré uniquement au stage. Complètement au stage. Alors, les objectifs de la formation, hein, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une formation à et pour la recherche, c'est-à-dire que les enseignements sont réalisés par des enseignants-chercheurs praticiens hospitaliers ou éventuellement des chercheurs ingénieurs de recherche qui travaillent donc en recherche dans les domaines qui vous sont proposés ici en enseignement. Une formation pratique qui comprend une UE d'ETP au premier semestre, au deuxième semestre du Master 1 et qui est complétée d'un stage de 2 mois en Master 1 et un de 5 à 6 mois en Master 2. Cette formation vous permet aussi, au-delà des connaissances scientifiques et des compétences scientifiques, d'acquérir des compétences transversales en anglais, mais aussi dans l'analyse d'articles, dans la rédaction de projets, de mémoires de fin de stage, et vous allez réaliser notamment aussi beaucoup de présentations orales. C'est une formation à la recherche, donc un des objectifs majeurs de la formation, c'est la poursuite d'études, et notamment la poursuite d'études en réalisant une thèse. Mais pas que. Alors, si je reprends les possibilités d'insertion au cours de votre formation, donc là, vous êtes, je pense, majoritairement en 3e année de licence. D'accord ? L'objectif avec un master, c'est d'obtenir donc un niveau Bac plus 5 qui vous permettra de postuler à des postes d'ingénieur d'études. Si vous poursuivez avec un doctorat, donc on arrive à Bac plus 8, eh bien là, les métiers qui sont accessibles au titre de ce diplôme, eh bien, ce sont des métiers de chargé de recherche, donc c'est-à-dire recherche temps plein, de maître de conférence, enseignant-chercheur, souvent quand même que l'on obtient après avoir effectué un post-doctorat, c'est-à-dire prouver au travers d'expériences au-delà du doctorat, je veux dire les compétences en recherche. Il y a aussi des métiers d'ingénieur de recherche, d'accord, accessibles au titre du doctorat, et puis dans le privé, de cadre recherche et développement. Ici, j'ai remis la correspondance finalement entre les métiers de la fonction publique et les diplômes pour pouvoir y postuler. Technicien de recherche et après un DUG, donc c'est-à-dire une 2e année de licence ou une formation à Bac plus 2. Assistant ingénieur, donc BTS, DUT, et ensuite ingénieur d'études, vous voyez, ingénieur, donc master, et puis ingénieur de recherche. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater en insertion pour le master biologie santé? Alors, ce sont des données qui sont disponibles sur le site de l'université, c'est-à-dire que chaque établissement doit faire des enquêtes à 6 et 30 mois après, auprès de ses diplômés. Donc ici, la dernière enquête que j'ai récupérée, c'est celle en 2018, avec 2 parcours qui ont un petit peu évolué, mais qui correspondent pour SFP au parcours Pépite proposé actuellement, et CDG Biotère au parcours OIG. La difficulté, c'est finalement le nombre d'étudiants qui est interrogé, puisque nous, le master est commun qu'en Rouen, mais chaque établissement n'interroge que ses étudiants. Donc ici, au parcours SFP en 2018, nous n'avions que 2 étudiants à Caen. Donc, le nombre de situations connues, c'était 100%, mais il n'y en a qu'un qui a été interrogé et il n'y en a qu'un qui a répondu. Alors, le chiffre de 100%, vous voyez, c'est à relativiser au regard de l'effectif.
Ici, on nous dit qu'un un étudiant est en emploi et un en études. Ça veut dire qu'on peut être à la fois en emploi et en études, donc ce qui correspond justement à la situation des doctorants, puisque un doctorant est à la fois inscrit auprès de l'université, donc étudiant, mais aussi a un contrat de travail, donc est considéré en CDD. Pour CDD ici, 15 situations connues, donc il y en avait 6 qui ont été interrogées, 4 qui ont répondu. Et les situations connues à moi, donc il y avait une personne qui était en recherche d'emploi, 13 en études, donc ça peut être aussi à l'intérieur de l'université de Caen ou à l'extérieur. Donc ce sont des enquêtes qui sont quand même assez généralistes et toujours à relativiser au regard du nombre de personnes interrogées. Si on regarde à 30 mois, alors ça va être un peu petit, je suis désolée. Eh bien, ici, pour nombre de personnes en emploi à 30 mois, pour les étudiants diplômés de 2018, 2 sont en emploi, 30 mois après. Mais emploi, sachant que les étudiants qui suivent le master peuvent être aussi des étudiants inscrits en médecine, ça peut être du coup des médecins diplômés. Là, je n'ai pas moyen de faire la part des choses. En CDG Bioterre, eh bien, sur 14 répondants, 9 sont en emploi, 5 sont en études. Et là, je ne peux pas vous dire, malheureusement, si les étudiants en doctorat sont considérés uniquement en emploi ou en études, puisque si on a 14 répondants et qu'on fait 9 plus 5, on a les 14. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont comptés plus maintenant qu'à un endroit. Et je ne peux pas faire la part des choses. Par contre, ce que je peux vous dire en termes d'insertion constatée pour les étudiants qui s'inscrivent dans le master biologie santé, c'est que l'objectif, effectivement, c'est de poursuivre en doctorat. Tout le monde ne peut pas et tout le monde ne pourra pas, mais c'est une insertion majoritaire et dont une possibilité de doctorat à l'étranger, puisque avec le système LLB, eh bien, le master est reconnu à l'étranger et donc permet aussi d'accéder à une poursuite d'études en doctorat à l'étranger. Pour les étudiants qui suivent le master en tant que médecin ou pharmacien, eh bien, parfois, s'ils n'ont pas terminé, eh bien, ils vont poursuivre leurs études médicales ou pharmaceutiques. En insertion, on a tous les ans des étudiants qui trouvent des postes d'assistant ingénieur, ingénieur d'études, sauf que souvent, on commence bien sûr par des emplois en CDD avant d'obtenir un poste de CDI, en CDI dans le privé ou de fonctionnaire dans la fonction publique. Alors, on constate aussi des étudiants qui ont vraiment le souhait, même en s'inscrivant dans le master, de poursuivre plutôt en recherche clinique. Donc, parfois, ils complètent finalement leur formation de master par un diplôme universitaire de formation à la conception et au suivi des protocoles en recherche clinique, ce qui leur permet de décrocher ensuite un poste d'attaché de recherche clinique. Et parce que je connais aussi des étudiants qui avaient postulé parfois pour rentrer dans la police scientifique et qui avaient échoué et qui, après le master, ont été acceptés, donc qui ont, je dirais, postulé et couronnés de succès pour intégrer la police scientifique. Alors après, il y en a qui font bien sûr des doubles compétences, que ça peut être en médiation scientifique, en informatique, en statistique, pour avoir des formations, des postes qui sont aussi à l'interface entre la biologie et d'autres domaines. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. On va voir cette année, je dirais, accès, j'ai envie de dire, c'est par là que vont passer les candidatures et l'examen des dossiers. Accès à une nouvelle plateforme qui s'appelle Mon Master et qui va ouvrir donc au 1er février 2023, qui va regrouper à la fois les informations sur le master, va vous permettre de postuler et ensuite nous de répondre au travers des candidatures sur l'acceptation ou le refus de votre dossier. Alors, en termes de planning, l'ouverture de la plateforme au 1er février 2023. Ensuite, vous pourrez candidater entre le 22 mars et le 8 avril.
Et ensuite, à partir du 23 juin et jusqu'au 21 juillet, vous pourrez recevoir les réponses des établissements. Donc, tout va passer par cette plateforme monmaster.gouv. Et je dirais surtout en amont, hein, n'hésitez pas à consulter cette plateforme pour voir finalement ce qui est proposé. Alors, cette entrée en master active, pour le master biologie santé à Caen, nous disposons de 20 places. Alors, les éléments qui sont, je dirais, étudiés sont le CV, les relevés de notes, la lettre de motivation, bien sûr les attestations de diplôme, mais ça c'est vraiment pour la vérification administrative. Une fiche de synthèse qui nous permet de regrouper et de vous poser un certain nombre d'informations, et notamment qu'est-ce que vous envisagez, même si ce n'est pas définitif, comme parcours de Master 2, c'est-à-dire plus cancérologie ou plus physiologie. Et pour les étudiants étrangers, eh bien, il leur est demandé une attestation de niveau de langue française. Alors en 2018, qui est l'année là où il y a eu les données d'insertion, nous avons traité 193 dossiers. L'année dernière, nous avons traité, pour le même nombre de places, 502 dossiers. Et donc, n'hésitez pas à consulter le site trouvezvonmaster.gouv, ce qui vous permet de faire des recherches par mots-clés, de consulter aussi par établissement, etc. Donc, vous pourrez consulter l'ensemble des fiches de formation et aussi donc de postuler, candidater aux formations qui vous intéressent via ce site. Donc, voilà pour la partie présentation. Et je vais alors prendre les questions au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans le chat, mais vous pouvez aussi intervenir, je dirais, directement en parlant, hein, n'hésitez pas. Alors, première question, je voudrais savoir si cette formation peut être suivie en distanciel. Eh bien, non. Cette formation est proposée en présentiel. En distanciel, alors on pourrait imaginer éventuellement la partie CMTD en distanciel, mais quid pour la partie pratique. Donc, cette formation n'est pas proposée en distanciel et j'ai envie de dire, pas pour l'instant, et je ne suis pas sûre qu'on l'envisage dans un avenir précoce. Comment les étudiants hors Union postulent-ils ? Alors, il n'y a pas, je ne sais pas si vous vous êtes renseigné par ce biais-là, le master n'est pas ouvert par études en France, mais il va rester le site e-candidat pour les étudiants étrangers pour pouvoir postuler. Est-ce que vous pouvez faire directement un master 2 si vous avez un diplôme de pharmacien ? Effectivement, alors là, du coup, il y a encore un certain nombre de choses pour lesquelles les outils, on ne les connaît pas tous parce que la plateforme change. Mais s'il y a toujours e-candidat, vous pourrez aussi postuler au travers d'e-candidat, normalement, pour moi, au travers, pour une entrée en Master 2, pardon. Et on examine à ce moment-là pour tous les étudiants qui ne possèdent pas le correspondant, les dossiers, et on rend un avis pour une entrée en Master 2. Et les dates, alors là, eh bien, du coup, je ne sais rien, malheureusement. Pas encore. Donc, surtout, vous avez... alors, je n'ai pas pensé à remettre mon adresse mail, mais mon adresse mail correspond à monprénom.monnom@unicamp.fr. Donc, ce qui vous donne... Je vais l'écrire. Et pour éventuellement des étudiants extérieurs à l'université de Caen, de revenir vers moi pour des questions qui concernent la procédure d'admission, j'ai envie de dire au fur et à mesure un petit peu où on aura aussi, nous, les informations. Alors, étant en Erasmus, est-ce que c'est un frein ou pas forcément? Que certains responsables sont réticents aux étudiants? Alors, j'ai envie de dire non. Alors, ça ne veut pas dire qu'inversement, Erasmus, on passe devant, mais j'ai envie de dire, si vous avez fait preuve d'une mobilité au cours de votre formation, bien, moi, je considère que ça peut être un plus. Alors après, peut-être, c'est la difficulté parfois où certaines universités étrangères n'ont pas les mêmes calendriers que nous, et puis on n'a pas du coup vos résultats de la 3e année de licence pour évaluer votre niveau. Bon, ben voilà, il faut faire le compromis, puisqu'on ne regarde pas
que les notes de la troisième année, mais aussi les notes de la première, de la deuxième et votre parcours de troisième année pour se faire un avis. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un point négatif, c'est pas forcément que un point positif, mais c'est l'ensemble de votre parcours. Et pour moi, c'est une mobilité, donc c'est un point positif de votre formation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors peut-être, je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire, mais je ne vois pas les questions encore. Le contenu d'une formation, parce que master biologie santé, il y en a à Caen, mais il y en a dans l'université. Ce qui va faire la différence entre deux masters en termes de contenu, puisque ce sont les universités qui proposent leur formation, eh bien, c'est, j'ai envie de dire, dépendant des thématiques de recherche qui sont en appui à la formation. D'accord. Donc, les thématiques que l'on va développer à l'intérieur du master sont dépendantes des activités de recherche, puisque si on propose un master, c'est parce qu'il y a l'environnement recherche associé. Alors, la formation, ça correspond au coût universitaire. Il n'y a pas de différence à Caen entre les étudiants, j'ai envie de dire, français et et internationaux. Malheureusement, je ne saurais même dire le coût. Il y a des étudiants là qui sont. Voilà. Malheureusement, pour le coup, je ne pourrais vous dire précisément, mais ça correspond au même coût pour les étudiants français et internationaux. Est-ce que les étudiants de l'université de Caen sont prioritaires comparés aux étudiants venant de d'autres universités? Comment vous répondre à cette question? On va dire, si je le présente comme ça, alors il y a des étudiants de Caen et là des étudiants hors université de Caen. L'avantage que pourraient avoir les étudiants de Caen, c'est qu'on connaît la formation que vous suivez. D'accord? Moi, intervenant par exemple en licence à Caen, je sais finalement ce que vous suivez en contenu et je sais si finalement de quoi on part peut-être pour proposer le master, sachant que tous ceux qui sont en licence ne suivront pas le master et inversement, puisqu'il y a des étudiants hors université de Caen master. Donc, on va regarder le contenu de la formation et on va regarder bien sûr les notes, mais aussi les classements. C'est-à-dire que les notes, c'est pas tout, ou ce n'est pas que les notes, puisque, on va dire, si tout le monde a 16, ça ne veut plus dire grand-chose. D'accord? Donc, on sait que certaines universités ne communiquent plus les classements, mais ça nous embête bien et on essaie d'évaluer quand même, pour celles qui ne fournissent pas de classement clair et net, d'évaluer le positionnement par rapport à l'ensemble de la promotion. D'accord? Donc, il n'y a pas de... J'ai envie de dire, c'est votre dossier au regard de l'ensemble des dossiers qu'on va avoir à examiner. Pour l'instant, je ne sais pas combien il y en aura. Je ne sais pas quelle est la qualité des dossiers reçus. Est-ce qu'on aura beaucoup d'étudiants de Caen ou plutôt beaucoup d'étudiants qui postulent hors université de Caen? Donc, ce n'est pas une priorité, c'est une connaissance des étudiants, de leur formation, qui va faire que peut-être, effectivement, on va les considérer, mais différemment, mais c'est dans un ensemble, on ne peut pas parler comme ça de priorité. La lettre de motivation doit-elle être manuscrite? J'ai envie de dire, alors je vais faire attention, c'est pareil à ce que je ne sais pas encore, mais jusqu'à l'année dernière où c'était que des candidatures qui passaient par e-candidat, non, voilà, pas forcément. C'est-à-dire que ça pouvait être une lettre, je dirais, tapée ou une lettre manuscrite qui avait été scannée. Là, je ne sais pas si on va vous imposer un format, mais je ne pense pas. Alors, la fiche de synthèse, c'était un document, nous, où on prenait un certain nombre de cases. Et je veux dire, c'était presque un résumé du parcours, sûr qu'on ne loupe pas de pièces, c'est-à-dire de nous remettre synthétiquement où vous étiez après le bac, première année, deuxième année, les stages éventuels que vous avez faits, d'accord, où ça, et surtout, nous, quel parcours est envisagé en M2, même si je vous dis que ce n'est pas définitif, d'accord. Mais ça nous permet de voir un petit peu comment finalement les étudiants se positionnent et même s'ils ont regardé finalement le contenu de la formation, c'est-à-dire d'avoir bien conscience qu'en M1, il n'y a pas de parcours, mais qu'à l'issue du M1, on peut s'orienter vers l'un ou l'autre. Eh bien ça, je ne sais pas. Donc, je vois la question de Caroline.
Malheureusement, j'ai envie de dire, même les 2 diapos là que je vous ai présentés sur les modalités de candidature au travers de la nouvelle plateforme, c'est une information que nous avons récupérée en début de semaine, puisque finalement les établissements ont eu vendredi de la semaine dernière quelques informations supplémentaires, et notamment les dates qui ont un peu évolué. Parce qu'au départ, les premières informations qu'on avait, c'était une ouverture des candidatures au 1er mars, et vous voyez que c'est un petit peu décalé, donc laissant un peu plus le temps finalement aux étudiants pour candidater. Donc je ne sais pas. Il y a pas les modalités, j'ai envie de dire, de administrative ou de paramétrage, etc. C'est pas nous forcément qui avons la main. On nous demande, nous, quels sont les critères qui vont être importants, ce qu'on souhaite comme pièce, et puis après, on va utiliser et peut-être découvrir, je dirais, en même temps que vous, la plateforme. En espérant la différence majeure par rapport à l'ancienne plateforme, c'est un traitement automatique ensuite dans les réponses. C'est-à-dire qu'on va définir des candidats à qui on va dire favorables, des candidats qu'on va placer sur liste complémentaire et des candidats qu'on va refuser. Et la difficulté qu'on avait auparavant, c'était la liste complémentaire, parce qu'il n'y avait pas de remontée automatique suite à des désistements. Et donc, c'était nous qui appelions les candidats. Donc, l'idée, j'espère, c'est que ce soit quelque chose d'automatique, ça va gagner du temps, et surtout pour vous, d'être au courant le plus rapidement possible. Alors, les établissements inscrits pour la nouvelle plateforme, je vais revenir sur la présentation pour revenir à la diapo. C'est une plateforme unique. Si on regarde cette diapo ici, je crois ce que le ministère nous a transmis, plateforme unique de candidature, avec un calendrier identique pour toutes les formations, ce qui n'était pas forcément avant le cas, puisqu'il y avait des formations qui respectent ou qui s'inscrivaient dans les dates recommandées par le ministère, et puis d'autres qui disaient « Ah bah oui, mais moi je préfère finalement mettre telle date ». D'accord ? Ce qui rendrait difficile finalement les réponses des étudiants, parce que quand, par exemple, on était accepté dans un master et qu'on devait confirmer la réponse, ne sachant pas ou n'ayant pas les réponses de toutes les formations pour lesquelles on avait candidaté, ce n'était pas forcément quelque chose d'évident. Alors, les matières essentielles pour avoir une chance d'être favorable au parcours OIG. OIG, donc, c'est pour oncologie, immunologie, génétique. Donc, vous voyez un petit peu sur quoi ça s'appuie. Alors, avoir eu un enseignement en licence, ça peut être pas forcément tout dans la 3e année. L'idée du diplôme de licence, c'est d'acquérir des compétences qui permettent finalement de ensuite se spécialiser dans un domaine de son choix. Donc là, domaine autour de l'oncologie, l'immunologie, la génétique, eh bien, il faut au moins avoir eu un peu de formation dans ces domaines au cours de sa licence. Et surtout, ces disciplines s'appuient sur des techniques qui concernent la biochimie, la biologie moléculaire et la biologie cellulaire. Donc, parfois, on a des formations de licence qui ont des intitulés comme ça assez générales. Ça, c'est pas gênant, mais du moment que ce soit plutôt biologie cellulaire, moléculaire, physiologie, biochimie, plutôt que je vais mettre quelque chose à l'opposé, biologie des populations. D'accord ? Donc, on va pour les étudiants qui postulent des autres universités que celles que l'on connaît, essentiellement Caen et Rouen, eh bien, on va aller regarder sous l'intitulé de leur licence quelles sont les unités d'enseignement qu'ils ont suivies au cours de leur parcours. Il n'y a pas de prérequis. Il y a certains masters qui mettent un prérequis. Ne peuvent pas postuler si vous n'avez pas suivi telle chose, telle chose, telle chose. Nous, on ne met pas de prérequis, mais par contre, on met finalement, on s'appuie sur une formation de licence dans des domaines qui permettent finalement d'accéder aux disciplines qui relèvent de ce master. Alors, le diplôme de master, ce n'est pas 300 ECTS. Le diplôme de master, c'est 120 ECTS, 60 ECTS par an, avec 30 ECTS par semestre. D'accord. Alors, vous faites 120, je pense, plus les 180, mais c'est indépendant, c'est-à-dire la licence, c'est 180 ECTS, puis le master 120. Est-ce que le semestre 6 compte dans la sélection ?
Eh bien, non, puisque, alors, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont actuellement inscrits en licence 3, donc en troisième année de licence, quand vous allez déposer votre dossier, vous n'aurez pas les résultats du S6, puisque vous serez en cours de S6. Donc, on s'appuiera sur l'ensemble des résultats que vous aurez pu déposer au moment où finalement vous avez constitué votre dossier. Par contre, pour des étudiants qui auraient obtenu leur licence l'année dernière, qui pour X raisons en master ou n'ont pas postulé ou n'ont pas eu de master l'année dernière, eh bien sûr, s'ils ont déjà suivi le S6 et acquis leur S6, ils devront mettre le relevé de notes correspondant. Alors oui, je pense. Alors c'est vrai que les modalités de candidature, je pense que vous pourrez déposer toute pièce qui permet finalement d'apporter des plus ou des preuves de votre plus ou de ce que vous auriez peut-être que tout le monde n'a pas. D'accord? Et sinon, surtout, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à développer avec tous les points positifs que vous avez en votre possession votre lettre de motivation. D'accord? Donc, au travers de votre lettre de motivation, vous parfois vous permettre justement d'expliquer peut-être un échec. D'accord? Ça peut arriver. Mais si vous mettez, je ne sais pas, pour des raisons de santé, sans plus, j'ai la licence parce que voilà, c'est suffisant. Mais ça permet de comprendre pourquoi ou comment il se fait peut-être que vous ayez redoublé ou un trou dans votre formation. Vous avez décidé de faire le tour du monde. Eh bien, on comprend pourquoi finalement il y avait un trou dans votre CV. D'accord? Mais ça peut être un plus à valoriser. Donc, n'hésitez pas à avoir un CV, je dirais, complet, et puis éventuellement à apporter tous les éléments qui sont, je dirais, qui constituent un plus pour votre dossier, au moins au travers peut-être de la lettre de motivation, et j'espère pouvoir apporter, que vous pourriez déposer d'autres pièces que le minimum qu'on souhaite. Et ça, malheureusement, je crois que je vais découvrir en même temps que vous. Alors, si on n'a pas de master, mais qu'on a validé son L3, est-ce qu'on est plus valorisé de reprendre la L3, c'est-à-dire de refaire une deuxième L3? Alors, ça, c'est toujours la difficulté. Parfois, on se met des restrictions et j'ai vu certains étudiants et de bons étudiants parce qu'ils avaient une préférence ou s'étaient dit je vais postuler à tel master et puis se retrouver un petit peu dans le bec dans l'eau alors que c'était des étudiants qui avaient de bons dossiers. Donc, quand ils repostulent l'année suivante, leur dossier est toujours bon. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison que ce soit dévalorisé. Après, si par exemple, on n'a pas de master parce qu'on avait une L3, peut-être qu'avec des résultats moyens, suffisants pour être accepté, ce qui fait qu'éventuellement vous étiez sur liste complémentaire, mais c'est pas arrivé jusqu'à vous. Eh bien, j'ai envie de dire, il faut mettre à profit l'année qui est devant vous avant de repostuler au master. Alors, ça peut être une autre L3. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de redoubler dans la même mention. D'accord? Donc, ça voudrait dire, si vous voulez rester dans le même établissement, de faire une licence 3 dans une autre mention. Ou alors ailleurs. Ça peut. Mais surtout, si vous faites ça, d'accord, eh bien, à ce moment-là, il faut que vos résultats de la L3 ou que vous refaites soient au-dessus de ceux que vous aviez obtenus l'année précédente. D'accord? Si vous avez obtenu votre L3 juste, mais que ça ne vous dit pas trop de refaire une deuxième L3, vous ne voyez pas trop le pourquoi, eh bien, il faut trouver quelque chose qui va vous permettre d'être valorisé quand vous allez redéposer votre dossier. Ça peut être, je vais à l'étranger pour perfectionner mon anglais. Ça peut être, je vais essayer de trouver un travail de technicien ou dans un laboratoire de recherche qui va me permettre au moins de découvrir ce que c'est et puis d'apporter cette expérience-là quand vous allez redéposer votre dossier. Mais il faut toujours, je dirais, essayer de valoriser je dirais, le temps que vous avez devant vous pour apporter un plus au dossier que vous allez redéposer l'année suivante. Si malheureusement, vous avez un dossier qui n'a pas été suffisant pour intégrer le master et que vous redéposez le dossier le même l'année suivante, peut-être ça ira jusqu'à vous parce que tout ça dépend de combien de dossiers on va recevoir. Et ça, je dirais, tant qu'on ne les a pas, on ne va pas pouvoir vous répondre. Mais si on se dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir plus ou moins de dossiers,
eh bien, c'est toujours votre dossier parmi les autres. D'accord? Qu'est-ce que j'ai de plus ou qu'est-ce que j'ai fait de plus qui est positif et que je peux valoriser lorsque je dépose mon dossier. Le fait qu'il y aura un seul dossier pour toutes les candidatures, est-ce que cela veut dire qu'on doit adapter la lettre de motivation pour qu'elle corresponde à toutes les formations pour lesquelles on peut postuler? Eh bien, malheureusement, je ne peux pas vous donner plus de choses parce que ici, effectivement, hein, quand on regarde ce qui est indiqué ici, c'est un seul dossier pour toutes les candidatures. Alors, est-ce que ça veut dire que l'on dépose une seule les pièces identiques? C'est peut-être ça aussi, et qu'on peut au moins adapter la lettre de motivation. J'ai envie de dire, j'espère. Mais malheureusement, je ne peux pas non plus vous répondre, puisque la plateforme, pour nous, on n'a pas plus d'éléments que ça. Je pense qu'on aura des éléments d'ici peu via nos établissements hein, pour nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on aura comme information et comment on peut les traiter. Mais c'est vrai qu'avant, vous deviez déposer des candidatures auprès de chaque établissement, donc ce qui pouvait du coup être assez lourd. Là, vous allez pouvoir déposer finalement, je crois, jusqu'à 15 candidatures, d'accord? Et sachant que les candidatures sont comptées au titre de la mention. Donc nous, c'est la mention biologie santé, mais si vous avez des mentions qui proposent en Master 1 plusieurs parcours, les nombres de candidatures sont comptés par mention et non pas par parcours. Alors, pour les titulaires de diplôme de pharmacien, comment vous évaluez les candidatures? Eh bien, beaucoup au titre, je dirais, on regarde leurs notes hein, de pharmacie. On regarde aussi éventuellement les formations qu'ils ont pu suivre ou les UE qui relèvent domaines qui nous intéressent, c'est-à-dire notamment est-ce qu'on a fait un peu de biologie cellulaire, moléculaire ou ce qui s'en rapproche. Notamment en France maintenant, on sait qu'il n'y a plus de première année commune aux études de santé, mais que les étudiants s'inscrivent dans une licence de leur choix. Eh bien, s'ils ont suivi une licence de SPS et deuxième année, eh bien, ils auront fait ces formations, ces UE-là, donc ça peut être un plus. Et après, ce qui compte beaucoup hein, pour les titulaires de pharmacie, de diplôme de pharmacie ou de médecine, c'est leur projet professionnel. D'accord ? Quels sont les projets? Et la lettre de motivation, du coup, est extrêmement importante. Et puis, leur projet, c'est-à-dire notamment pour les étudiants, je dirais, qui envisagent une carrière hospitalo-universitaire, ben ça, c'est important puisque ça correspond au métier de MCU ou PUPH en France. Ce sont je dirais, des médecins ou des pharmaciens qui vont avoir à la fois une activité d'enseignement, mais aussi une activité clinique et une activité de recherche. Et là, pour le coup, il faut avoir un doctorat de sciences aussi pour pouvoir postuler à ces postes-là. Donc, si on dit « je veux faire le master », ensuite envisager éventuellement de poursuivre mon doctorat de sciences pour éventuellement aller vers ces métiers-là, eh bien, c'est un plus. C'est-à-dire il y a vraiment une réflexion par rapport au projet. Si on ne valide pas le S5, il ne nous sera pas demandé de compléter avec le relevé final de l'année pour reconsidérer le dossier. Malheureusement, je dirais, j'espère que non. C'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, au travers de la plateforme e-candidat, on ne nous demandait pas ou on ne pouvait ne pas reconsidérer les dossiers. C'est-à-dire qu'au regard du nombre de dossiers que l'on a et au regard des éléments que l'on a en notre possession, qui sont tous les mêmes finalement pour tout le monde, eh bien, on a les notes de la première année, de deuxième année, mais effectivement de S5, qui du coup ont, je dirais, un poids important au regard de notre décision. Mais si on permettait de réévaluer le dossier, vous comprenez que les résultats du S6, vous ne les avez pas souvent avant fin juin, début juillet. Donc, comment finalement répondre et éventuellement reconsidérer un avis, alors que souvent, au regard du nombre de dossiers que l'on a, on arrive finalement à avoir suffisamment, j'ai envie de dire, d'avis positifs, d'avis sur liste complémentaire pour permettre finalement de remplir la formation. Après, surtout si par exemple vous avez un S5 où il y a eu un accident de parcours pour une raison X ou Y, eh bien, je dirais, n'hésitez pas surtout à argumenter. Donc le fait qu'au moins ça ouvre
Pour les candidatures, le 22 mars, au lieu du 1er mars, je dirais, ça vous laisse un peu plus de temps pour réfléchir à vos candidatures. Et sachant que le site trouvermonmaster.gouv pour au moins consulter les formations, il est déjà accessible. C'est-à-dire que c'est vraiment où vous pouvez regarder ce qui se propose par université ou par mots-clés, regarder quelles sont les mentions qui existent, où elles sont dispensées, le contenu des formations, puisque lorsque vous êtes sur ce site-là, trouvez mon master, que vous mettez des mots-clés, que vous voyez finalement l'offre de formation, vous pouvez ensuite cliquer sur le lien qui renvoie de description de la formation donc au sein de l'établissement. Donc vous pouvez consulter la petite fiche qui décrit la formation. Donc n'hésitez pas à consulter en amont. Et puis ensuite, donc la plateforme ouvre le 1er février, ce qui permettra au moins de voir à quoi elle ressemble. Et puis ensuite, vous avez un peu de temps pour, je dirais, arriver aux dates de dépôt des dossiers, sachant que vous aurez entre le 22 mars et le 18 avril. Admission subordonnée à l'examen du dossier de candidature, donc c'est le cas pour biologie santé, à un concours ou à un entretien. Donc je peux vous dire tout de suite que pour biologie santé, il n'y a pas de concours et il n'y a pas d'entretien. D'accord ? C'est-à-dire qu'on examine les dossiers et on rend nos avis uniquement sur la base des pièces déposées et examinées par une commission où je ne suis pas toute seule. C'est-à-dire que je suis accompagnée notamment des responsables de parcours dont les noms étaient indiqués ici, responsables de parcours du VM2, pour examiner l'ensemble des candidatures et statuer sur l'ensemble des candidatures d'un commun accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai vu quelques noms d'étudiants que je reconnaissais de Caen. Donc, du coup, voilà, vous me connaissez, donc vous savez où éventuellement me solliciter. Et pour certains, on se reverra, donc il ne faut pas hésiter. Je pense qu'au fur et à mesure, on pourra peut-être vous répondre plus précisément à vos questions. Mais j'ai envie de dire, n'hésitez pas alors, je dirais, moi, je peux plus vous répondre sur des éléments pédagogiques. Des éléments, j'ai envie de dire, sur les modalités de candidature, une fois que j'en saurai un peu plus pour, j'ai envie de dire, un peu plus de choses, mais il y a aussi des personnes, je voulais compléter, qui peut-être sur des éléments qui sont plus, je dirais, d'ordre administratif ou technique dans l'établissement, qui sont peut-être plus à même de répondre, de vous répondre et de nous répondre, c'est-à-dire les personnes qui sont dans les scolarités, qui auront peut-être à vérifier la validité administrative de vos candidatures, mais aussi les services de la DEV, c'est-à-dire qui sont les services en appui à l'enseignement aux étudiants et à la vie universitaire, qui sont finalement notre relais aussi pour nous donner les consignes et les informations, mais qui peuvent aussi vous répondre si vous les sollicitez. Calendrier 2023 concerne tous les étudiants. Eh bien, si c'est au travers de la plateforme Trouver mon master, oui. Et pour e-candidat, la plateforme, j'espère que ça va être sur les mêmes dates, puisque nous, jusqu'à donc l'année dernière, on utilisait e-candidat, j'ai envie de dire, au lieu de nouvelle plateforme. Et on a toujours suivi les dates qui étaient les dates nationales proposées par le ministère, pour essayer de faciliter un petit peu les choses pour les étudiants. Donc, j'espère que ces dates pour e-candidat vont se caler aux dates là proposées. Qui, pour vous donner une idée, l'année dernière était plus tardive que celle ici proposée. C'est-à-dire qu'habituellement, e-candidat, c'était plutôt entre mi-avril et début mai. Donc là, c'est plutôt un peu plus tôt. Donc, suivez, j'ai envie de dire, par rapport à ces dates qui sont un peu plus précoces quand même, pour être sûr de ne pas rater si votre dossier rentre, vous, dans e-candidat plus tôt. Bon, eh bien, je vous propose à ce moment-là qu'on s'arrête là. Et puis, voilà, ça vous permettait au moins d'avoir des informations sur le contenu logique de la formation, j'ai envie de dire, pour les étudiants extérieurs. Il y aura peut-être d'autres présentations organisées
pour les étudiants de nos formations, je dirais, au sein de l'université. Donc voilà, soit vous aurez eu tous les éléments, soit vous pourrez éventuellement vous réinscrire dans ce cadre-là. Et puis, du coup, le fait d'avoir enregistré fera que fois du coup le support, mais aussi, je dirais, les échanges que l'on a eus soient disponibles via l'enregistrement. Donc, éventuellement, de revenir vers l'enregistrement si vous avez un doute sur quelque chose. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis bonne soirée et peut-être, je dirais, à bientôt selon les situations et selon vos candidatures. Alors, vous allez trouver l'enregistrement où alors, c'est le service de communication de l'université qui, via le lien finalement qui était disponible là. Je pense, voilà, je ne sais pas sous quelle forme vous avez eu la transmission du lien, mais je pense que c'est par les mêmes moyens que vous aurez accès finalement à l'enregistrement. Voilà. Donc, bonne soirée et au revoir.